Dans un monastère retiré du monde, un jeune moine regardait chaque jour son maître s'installer en silence. Celui-ci restait immobile pendant de longues heures, comme une montagne qui ne bouge pas ou comme un arbre profondément enraciné. Rien, en apparence, ne se passait. Le maître ne semblait ni chercher, ni attendre, ni produire quoi que ce soit. Pourtant, il revenait chaque jour à cette assise avec une régularité tranquille, semblable au lever du soleil ou au retour des saisons. Alors intrigué par cette constance, sans but apparent, le jeune moine finit par poser la question qui le troublait. Maître, pourquoi méditer autant si rien n'est à atteindre? Le maître répondit sans détour, si je ne m'assieds pas, comment verrai-je qu'il n'y a rien à atteindre? Cette réponse ne résout pas le problème par un raisonnement, elle ne donne pas une théorie, elle montre que la pratique n'est pas un moyen de produire quelque chose de nouveau, mais une manière de rendre apparent, visible, ce qui est déjà là, constamment présent, et cependant voilé par l'agitation habituelle de l'esprit. C'est tout l'esprit du zen. Dans la question du moine, il y a une idée implicite. La méditation serait un moyen pour obtenir quelque chose comme l'éveil ou la paix ou un état particulier. Sans le dire explicitement, c'est ce qu'il y a derrière la question du moine. Mais le maître renverse complètement cette logique quand il dit « Si je ne m'assieds pas, comment verrai-je qu'il n'y a rien à atteindre ?» Il ne parle pas d'un objectif à atteindre, mais d'une expérience directe. Autrement dit, ce n'est pas en réfléchissant que l'on comprend qu'il n'y a rien à atteindre, ce n'est pas une idée philosophique ou une croyance, mais quelque chose qui se voit si on ne l'empêche pas, qui se réalise dans la pratique. La méditation zazen donc n'est pas un moyen pour obtenir quelque chose, mais un moyen de voir directement l'absence de but. Tant que l'on ne s'assoit pas, tant que l'on ne pratique pas zazen, on reste dans l'idée qu'il y a quelque chose à obtenir. En s'asseyant, sans chercher à obtenir quoi que ce soit, on finit par découvrir que cette quête elle-même est illusoire. Donc la pratique ne sert pas à atteindre, elle sert à dissoudre l'idée d'atteindre. La pratique sert à dissoudre l'idée de vouloir atteindre quoi que ce soit. On ne médite pas pour devenir éveillé, on médite pour voir qu'il n'y a jamais eu personne à éveiller, ni rien à obtenir. Et le malentendu fréquent, c'est de penser que comme il n'y a rien à atteindre, on ne fait rien ou qu'on abandonne la pratique. Au contraire, on pratique pleinement parce qu'on est libre de l'esprit de gain ou de résultat.
C'est ce que le zen appelle souvent la pratique sans but. Mushotoku. Mushotoku. La méditation n'est pas un chemin vers quelque chose, mais un dévoilement de ce qui est déjà là. Voilà, par cette phrase, tout est dit. Ce n'est pas un chemin, c'est un dévoilement naturel de ce qui est déjà là. Et c'est là toute la subtilité. Il faut pratiquer pour voir qu'il n'y a rien à obtenir de la pratique. Il faut pratiquer pour voir, avec un V majuscule, c'est-à-dire réaliser qu'il n'y a rien à obtenir de la pratique. Et c'est là la réponse du maître. Lorsque l'on commence à pratiquer, il est naturel que l'effort soit présent. Le corps réagit, il résiste, il se plaint, les jambes deviennent lourdes parfois, le dos se contracte, les épaules se crispent. L'esprit, quant à lui, semble encore plus agité. Les pensées apparaissent sans interruption, avec les souvenirs, les anticipations, les jugements, les commentaires. Et derrière ce mouvement incessant, il y a une intention, celle de bien faire, de réussir, de progresser, d'atteindre un certain état de calme ou de clarté. Et cet effort n'est pas une erreur, il fait partie du processus. Il ne doit ni être rejeté, ni être encouragé. Il doit être vu, c'est-à-dire réalisé, car en réalité, il s'agit d'une tension qui correspond à un mouvement de saisie. L'esprit veut capturer quelque chose qui, par nature, ne peut pas être saisi. C'est comme vouloir enfermer l'espace dans une boîte ou saisir le vent avec les mains. Tant que ce mouvement n'est pas reconnu, il se perpétue. Mais dès qu'il est vu clairement, il commence déjà à perdre de sa force. Ce sentiment de décalage, parfois même de rejet face à certaines formes de pratique, est assez répandu, surtout aujourd'hui où la sensibilité a évolué et où les formes où les pratiques rigides sont moins facilement acceptées. Il arrive que certaines pratiques deviennent contre-productives lorsqu'elles sont vécues comme une contrainte ou un effort volontaire. Dans ce cas, elles ne libèrent pas. Non seulement elles ne libèrent pas, mais elles renforcent la tension intérieure. Et pourtant, dans le zen, le paradoxe essentiel, c'est que la forme peut paraître exigeante, alors que l'esprit de cette pratique est précisément l'inverse de l'effort. Il ne s'agit pas d'en faire davantage, mais de laisser tomber davantage. C'est l'inverse de l'effort. Laisser tomber l'idée qu'il y aurait quelque chose à obtenir ou quelque chose à améliorer. Et c'est souvent là que naît le malentendu. Si Zazen est pris comme une technique, il devient pesant, lourd. Mais s'il est abordé comme un nouvel espace disponible, sans but, alors il s'allège tout seul.
Il y a une autre histoire qui illustre ce point. Un homme vint trouver un sage et lui demanda d'apprendre le non-effort, Wu Wei en chinois. Alors le sage lui dit simplement: asseyez-vous et ne faites rien. L'homme obéit, mais très vite il se mit à réfléchir. Est-ce que je fais bien ce qu'on m'a demandé? Est-ce que je progresse? Est-ce que je vais atteindre cet état de libération? Après un moment, il se leva parce qu'il était découragé. Et il se disait: je n'y arrive pas. Le sage répondit alors avec douceur: vous voyez, même en voulant ne rien faire, vous êtes encore en train de faire. Cette histoire met en lumière une difficulté fondamentale. Le non-effort ne peut pas être produit par la volonté. Dès qu'il devient un objectif, il se transforme en effort. Le non-effort ne peut pas être atteint par l'effort. Il ne peut apparaître que lorsque le mécanisme du vouloir est vu et reconnu pour ce qu'il est. Alors pourquoi ces longues heures d'assises en séchine, par exemple, où on s'assoit parfois pendant 8 heures par jour? Eh bien, pourquoi? Parce que sans cette continuité, sans cette immersion, l'illusion resterait intacte. Dans la vie ordinaire, l'esprit est sans cesse sollicité ou distrait et donc souvent dispersé. Nous passons d'une activité à une autre, d'une pensée à une autre, sans arrêt, sans jamais rester vraiment avec ce qui est, avec ce qui se passe. Et la séchine, au contraire, crée un cadre où cette fuite devient difficile. Parce qu'on est ramené au centre, en quelque sorte, par l'environnement. L'environnement propice à la méditation. Assis face à soi-même, face au mur et sans distraction, l'agitation intérieure devient auto-évidente. Les tensions apparaissent, les résistances se manifestent. Ce n'est pas toujours confortable, mais en tout cas, c'est révélateur. C'est comme une eau troublée qui devient claire par elle-même lorsqu'on cesse de la remuer. L'esprit retrouve alors sa transparence de la même façon qu'on arrête de remuer l'eau. Il retrouve sa transparence lorsqu'on cesse d'intervenir constamment, de juger ou de commenter constamment. Alors peu à peu, quelque chose se transforme, non pas parce qu'on a décidé de changer, mais parce que l'effort lui-même s'épuise. Il s'épuise tout seul. On voit que vouloir calmer l'esprit ne fait que l'agiter. Voilà ce qu'on voit. On comprend que chercher une expérience particulière éloigne de la liberté, pourrait-on dire. On reconnaît que résister à ce qui est ne fait que renforcer la tension. Et cette compréhension n'est pas abstraite, elle est vécue directement et aboutit à un relâchement dès que l'effort tombe. On pourrait dire que les choses avancent en quelque sorte dès que l'effort tombe. Et c'est là que la pratique révèle
son sens profond. Méditer longtemps ne sert pas à atteindre un but, mais à voir qu'il n'y a pas de but. La répétition, la durée, la rigueur ne sont pas des moyens d'accumulation, mais des moyens de dissolution. C'est-à-dire que le moi se trouve constamment confronté à ses limites, il ne peut pas contrôler ce qui se passe. Et face à cette impossibilité, eh bien, il finit par lâcher. Ainsi, le non-effort n'est pas opposé à la pratique, contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ, il en est l'aboutissement naturel. C'est comme un arc que l'on tend longuement avant de décocher la flèche. La pratique demande une certaine intensité. Mais au moment juste, il n'y a plus rien à faire. La flèche part d'elle-même. Dans le zen, cela s'exprime par l'expression simplement s'asseoir. Shikantaza en japonais. Non pas s'asseoir distraitement, mais s'asseoir pleinement, sans intention particulière, sans attente. Shikantaza. Dans la vie quotidienne, les actions continuent, mais elles ne sont plus portées par cette tension due à la volonté, cette tension de vouloir. Elles deviennent plus simples, plus naturelles. Il n'y a plus cette nécessité de devenir quelqu'un ou d'atteindre un objectif. Les gestes se déploient naturellement en réponse aux situations. Ce sont les situations qui vont générer les gestes adaptés. C'est ce que l'on appelle parfois agir sans agir. On pourrait dire pour conclure que la méditation prolongée agit comme un feu. Elle consume peu à peu les illusions. D'abord les plus grossières, puis les plus subtiles. Le feu brûle le désir de réussir ou la peur d'échouer et même l'idée de pratiquer. Ce qui demeure alors n'est ni l'effort ni le non-effort, c'est simplement la vie telle qu'elle est, sans ajout, sans retrait. Et dans cette simplicité, il n'y a plus rien à résoudre. Il y a seulement à être là, assis, respirant, laissant les choses apparaître et disparaître en toute liberté.